Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est très heureux de vous accueillir comme tous les jeudis avec cette émission qui fait rouler la France. La voiture est donc devenue un symbole politique autant qu'un objet du quotidien. Liberté pour les uns, nuisance pour les autres. L'Automobile Club de France, 130 ans cette année, continue de défendre une certaine idée de la mobilité, du savoir-vivre. Son président Yann de Pontbriand est notre invité. On vous souhaite la bienvenue. Bonsoir Yann de Pontbriand. Bonsoir et bienvenue. C'est une page de l'histoire industrielle française qui se tourne. La production automobile s'arrête à Poissy, près de 90 ans après la sortie des premières Ford. Une décision lourde de conséquences pour le territoire et pour des générations d'ouvriers et leurs familles. On en parlera avec Carl Olive, député des Yvelines, ancien maire de Poissy. Et juste avant ça, un peu d'actu avec François Lubournou. Les 3 infos innovantes. L'auto, monsieur Fernand. L'auto. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Et si on commençait un peu avec Renault, Cécile? Absolument. Commençons donc par Renault qui fait revivre sa légendaire R5 Turbo. Mais tout change sous le capot. 2 moteurs électriques logés dans les roues arrière. 540 chevaux en tout. Un 0 à 100 qui impressionne puisque c'est en moins de 3 secondes et demie, je précise. Une bombe électrique taillée pour la piste, produite en série limitée dès 2027. Mais pendant que Renault réinvente la légende, ailleurs dans le monde, on repousse les limites de la recharge électrique. Absolument. Le constructeur chinois BYD pulvérise tous les records BYD. 400 km. Oui, même moi je me suis dit ça sonne bizarre. BYD, 400 km d'autonomie récupérée en 5 minutes. Oui, en 5 minutes. Grâce à sa nouvelle batterie 1000 volts, recharger sa voiture pourrait bientôt être aussi rapide qu'en plein d'essence. Mais la vraie révolution ne se joue pas seulement sous le capot, François-Louis. Ça se joue aussi dans les logiciels. C'est très important. Demain, on pourra télécharger des fonctions comme on installe une application sur son téléphone. Plus de puissance, de nouvelles aides à la conduite. L'automobile entre dans l'ère de la mise à jour permanente. Merci François Lubournou. Alors je me tourne directement vers le président Yann de Pontbriand, qui est président de l'Automobile Club de France. Quand vous avez petite réaction sur ces innovations, ce qui montre quand même que malgré tous les problèmes de l'automobile, l'innovation ne cesse. Et oui, heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui fera que la mobilité restera une priorité et que la liberté que l'on recherche beaucoup avec la mobilité restera vivante, heureusement pour nous tous. Le seul problème, c'est de savoir comment est-ce que ça va s'organiser, avec quel type de propulsion. Et je ne sais pas si vous avez eu les échos du grand sommet de la plateforme automobile de mardi dernier avec Luc Châtel. La question, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on doit basculer? Est-ce que c'est la vitesse politique ou la vitesse industrielle? Et c'est là où au milieu le bon sens quand même est un peu perdu, et là il y a une boussole quand même qui a du mal à se caler. Alors pour les gens qui ne comprendraient pas ce qu'est la CF, pardon Philippe, 130 années en tout cas d'existence, l'Automobile Club de France, que si vous allez bien entendu sur la place de la Concorde, c'est peut-être l'un des établissements les plus prestigieux de la ville de Paris et en tout cas de la France. D'abord par ce qu'elle en tout cas apporte, et surtout la situation aussi géographique dans un monde où ça bouge très très vite. C'est une institution, je le dis, donc elle est vraiment posée. Quel est le rôle de l'ACF aujourd'hui ? Alors, la CF a été d'abord créée en 1895, comme vous l'avez dit. Le 12 novembre, ça fera exactement 130 ans. Bel âge. Oui, et on ne les fait pas, c'est ça. Mais vous n'étiez pas président à l'origine. Non, je tiens à dire. Enfin, si je me suis fait retendre plusieurs fois. Bon, et juste, ça a été le premier automobile club au monde, sur l'initiative de 4 personnes qui ont senti à ce moment-là que l'automobile qui venait de naître était une industrie qui serait vouée à un bel avenir. Et on s'aperçoit qu'à l'Automobile Club de France, ils n'ont pas resté les 2 pieds dans le même sabot, puisque outre le fait d'organiser la première course Paris-Bordeaux, qui a été un grand succès, remporté par une Pan et Levasseur, suivi par une Peugeot qui a finalement remporté le premier prix parce qu'elle était avec 4 places alors que la Pan 1 était avec 2 places. Oui. Mais derrière, que s'est-il passé? C'est que on a mis des règlements de course
Ça a été la première étape. Et un peu plus tard, on s'est aperçu qu'il fallait un code de la route. Et un peu plus tard, on s'est aperçu qu'un permis de conduire était assez intéressant. Et donc l'Automobile Club a été un innovateur, non pas seulement de technologie, mais également d'encadrement, de règles pour pouvoir apporter de la sécurité. Vous avez d'ailleurs dit un nom, Panhard. Je crois qu'il y a eu 2 membres de la famille Panhard qui ont été dans vos prédécesseurs à la présidence de l'ACF. Vu la révolution technologique que traverse l'automobile au niveau mondial, puisqu'aujourd'hui le marché est mondial, est-ce qu'il y a encore un art de conduite et de voiture et de conduire à la française ? Ah oui. D'abord, on a un certain nombre de pilotes qui sont sur des circuits. Et puis, d'autre part, nous défendons, bien sûr, l'art de conduire à la française et l'art de vivre à la française. Parce qu'on mange très bien à la CF aussi. Exactement. On utilise aussi le guide rouge de chez Michelin. Mais oui, on a une brigade effectivement excessivement brillante qui est menée par un chef qui s'appelle Julien Guénet, qui est avec notre chef pâtissier, ils sont champions du monde des traiteurs, championnat du monde que nous avons remporté au mois de janvier de cette année, et ce qui fait que notre table est bonne, mais c'est vrai qu'on est avec modération d'abord, parce que c'est obligatoire quand on se déplace, mais également ça fait de l'ACF un lieu de rencontre absolument extraordinaire, comme doit l'être un endroit comme cela, et comme doit l'être un endroit où on se promène en toute liberté. Entre les ZFE dont on a parlé depuis très longtemps, la fin du thermique, la pression environnementale, est-ce que finalement le conducteur est devenu le coupable idéal ? Alors, ça va être une grosse question. Très bon sujet de philo, vous avez 4 heures. Voilà. On va commencer par traiter les sujets les uns après les autres. Le conducteur a toujours été une cible fiscale intéressante. Ça continue. Ça, c'est dommage, parce que ça changera jamais, surtout. Voilà, et surtout, ça empêche une industrie française de développer des voitures de prestige et de haute qualité. Moi, je me souviens, lorsque j'étais en entreprise, les taxes sur les véhicules de société étaient telles qu'en France, on n'allait pas au-delà du modèle de... à l'époque, c'était 604, 605, Safran chez Renault... XM chez Citroën à la même époque. Voilà. Oui. Et alors que de l'autre côté du Rhin, on avait des grosses berlines, des Mercedes, des BMW, voilà. Et alors certains, les plus chanceux pouvaient rouler en Porsche comme voiture de fonction, mais ça ne posait pas de problème. Et une industrie qui tirait vers le haut le reste de l'industrie. Là, en France, on a toujours eu des problèmes avec ça. Ça, c'est bien dommage, parce qu'on a des qualités et des capacités technologiques qui sont fortes, et même d'ailleurs avec ce changement de technologie actuelle, on s'aperçoit qu'on a des gens de très haute qualité, des ingénieurs de très haute qualité. Oui. Alors, non seulement sur la partie mécanique ou électrique, mais également sur la partie logicielle. On a une force en France sur le logiciel, sur le développement de logiciels. Avec Valeo, par exemple. Oui. Avec entre autres Valeo. Mais même quand vous savez que les Américains, la Silicon Valley, ils adorent embaucher des ingénieurs français. Qui malheureusement vont travailler là-bas. Ben, bien sûr, ça c'est le... Et la deuxième chose, c'est que très souvent, on dit que maintenant, les voitures sont des smartphones à roulettes. Ce qui revient exactement à ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait que c'est des voitures où on télécharge des logiciels au fur et à mesure. Et ça, c'est très bien. Il faut juste laisser le temps aux technologies de s'implanter, de se développer, parce que derrière, effectivement, si on passe de l'essence à l'électrique, eh bien, comment est-ce qu'on recharge ? Est-ce qu'on va mettre autant de stations électriques que de stations d'essence ? Oui. Et puis, il va falloir remettre des centrales nucléaires, a priori, pour faire l'électricité. Exactement. Et vous demandez, parce que les éoliennes, elles tombent pas tout le temps. Voilà. Et vous demandez à Patrick Pouyanné comment est-ce qu'il règle le problème. C'est le patron de Total, voilà, et de Total Énergie. Oui. Et lui, il choisit pas entre le pétrole et l'électricité, mais néanmoins, il dit, pour pouvoir assurer un transport agréable à tout le monde, il faut réfléchir. Faire un plein de voitures, ça prend 5 minutes. Faire un plein d'une voiture électrique, ça prend 30 minutes. Donc, minimum, avec les meilleures technologies. En charge rapide. Donc, c'est pour faire des bornes électriques, c'est un investissement lourd.
Alors, l'ACF a une forte identité patrimoniale, mais aussi diplomatique. Quel est le rôle, par exemple, à l'international, quand vous rencontrez ou quand vous accueillez à l'ACF peut-être des diplomaties étrangères sur ce sujet-là? Alors, la diplomatie, il y a la diplomatie politique, ce sera le rôle du Quai d'Orsay, on lui laisse. Absolument. Et on sait qu'on a d'autres diplomaties, on a la diplomatie scientifique qui s'exerce, et j'ai un de mes camarades qui est professeur à la Sorbonne, qui est un grand spécialiste de ces questions, mais qui permettent d'échanger. L'Automobile Club de France étant le premier automobile club au monde, nous sommes membres d'un club assez prestigieux qui s'appelle le Club des fondateurs de la Fédération internationale de l'automobile. La Fédération internationale de l'automobile a été créée en 1904. Son siège est aux 8 places de la Concorde. À Paris, oui. Voilà, juste à côté de nous. Donc on les voit régulièrement, souvent, et nous avons des relations permanente avec eux, et ce sont des gens très agréables. Qu'est-ce qui se dit entre vous? Vous travaillez sur des dossiers communs, vous quoi? Voilà, alors il y a les dossiers du sport automobile qui sont plutôt traités avec la FFSA, donc avec Fédération française de sport automobile. Voilà, pardon, je suis désolé de tous ces acronymes, vous m'arrêtez. Qui elle n'est pas très loin, avenue de New York de mémoire. Exactement. Même la Fédération internationale automobile qui est à côté. Voilà, et qui est présidée par la Fédération française du sport automobile, est présidée par Pierre Gosselin, qui est un de mes amis, et la Fédération internationale de l'automobile est présidée par Mohamed Ben Sulayem, qui est également un ami, et donc on est en permanence, et nous travaillons beaucoup sur tout ce qui concerne la mobilité et la sécurité. D'accord. Donc on est en train de mettre en place un ratio de sécurité pour les sociétés qui est un peu l'équivalent d'un label RSE en fait. D'accord. Et de façon à assurer aux gens qui se déplacent en voiture pour le travail, soit avec un environnement qui leur permette, voilà, et puis surtout qu'ils sont reconnus comme étant qualitatifs. Yann de Pontbriand, est-ce que vous n'êtes pas un peu les gardiens du temple du rêve automobile? Ah ben, certainement, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, on s'occupe du patrimoine également, donc de tout ce qui est héritage, et d'essayer de construire l'histoire automobile et d'aller chercher dans nos racines, dans tout ce qui fait l'histoire de l'automobile et de l'industrie automobile, toutes les raisons de faire de l'automobile pour aujourd'hui et pour demain. Tout ce que l'on apprend du passé, on peut pas tourner la page d'un coup sec en disant il s'est rien passé avant nous. Clair. C'est jamais ceci ne fonctionne correctement. Donc et essayons de bien regarder ce qu'il y a dans le passé, et puis de se projeter vers l'avenir. Alors vous êtes un jeune président à la tête de ce... Vous êtes là Merci, depuis assez peu de temps. Est-ce que vous êtes dans la transmission, dans la continuité, où il faudra quand même une rupture de changement comme le vit aujourd'hui le secteur automobile? Alors non, nous on est vraiment dans la transition douce, justement, c'est d'essayer de s'adapter au fur et à mesure des changements de rythme. Alors au début du XXe siècle, ces messieurs étaient en habit pour se rencontrer. Nous, on a un dress code un peu moins contraignant. Il n'y a pas la redingote. Non, on n'est plus à la redingote. Mais la cravate. Mais effectivement, une certaine tradition française, un certain chic à la française, un certain art de vivre, une certaine courtoisie. J'ai rappelé il n'y a pas très longtemps que le déjeuner entre le roi d'Angleterre et Ronald Reagan, le menu était écrit en français. C'est toujours le cas dans la cour britannique. Voilà, et ça je dois dire que c'est quelque chose qui m'a réjoui, parce que ça veut dire qu'on a une reconnaissance internationale sur un certain nombre de choses, et en particulier sur la gastronomie. Merci Yann de Pontbriand, vous restez avec nous. Dans un instant, on reviendra sur cette page de l'histoire industrielle française qui se tourne. La production automobile s'arrête donc à Poissy. On va en parler avec Carl Olive dans un instant, député des Yvelines et ancien maire de Poissy. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif, et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Yann de Pontbriand est resté avec nous, le président de l'Automobile Club de France, et on a le plaisir de recevoir
Carl Olive, député des Yvelines, ancien maire de Poissy, pour parler de la production automobile qui va s'arrêter chez Stellantis Poissy après plus de 80 ans, après les premiers camions Ford qui avaient été produits. Beaucoup de marques ont été produites, Simca, Talbot, Peugeot, Citroën, des voitures un peu de toutes les marques, DS, Opel. Nous sommes en compagnie donc de Carl Olive. Bonsoir Carl Olive. Bonsoir Philippe David, bonsoir Cécile Minibus. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Cécile a dû nous laisser parce qu'elle a une extinction de voix, ce qui en radio, vous êtes journaliste à l'origine, est un peu problématique. Vous êtes d'accord, on embrasse bien évidemment Cécile. Question, vous êtes, vous, doublement touché en tant que maire de Poissy, ancien maire de Poissy et député des Yvelines, parce que, je ne vais pas dévoiler une chose, c'est dans tous les médias, votre père était cadre dans l'usine. Oui, mon papa a démarré comme ouvrier, il a terminé cadre et ça date de 1956 et j'ai eu le bonheur d'avoir 4 frères qui ont fait l'école Chrysler. Mais vous voyez Philippe David, vous nous présentez cela comme le cimetière des éléphants, c'est faux. Il n'y a jamais eu autant de salariés sur le site de production et aujourd'hui sur ce qu'on appelle un site d'expertise, le e-campus Stellantis, depuis quasiment 20 ans. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui on a un site et on a l'histoire industrielle automobile en tant que telle, qui à l'image de ce qui se passe dans l'Europe entière, effectivement, est au ralenti, avec moins, parfois plus, de construction de voitures automobiles. Mais ici, à Poissy, parce que les institutions ont toujours été présentes dans l'accompagnement à l'époque de Simca, de Chrysler, de Talbot, de PSA, de Peugeot et aujourd'hui de Stellantis, toujours au rendez-vous. Et je peux vous dire que non, certes, il n'y a plus de construction de véhicules automobiles, mais en aucun cas, les 2000 salariés aujourd'hui du site de production vont se retrouver demain au chômage. Ça, c'est faux. Et je tiens ici à le dire. Je sais pas ce que vous avez dit, mais moi, c'est en tout cas ce que j'entends. Et c'est pour ça que je me permets, et merci de cette invitation, parce que je prends le temps de vous expliquer précisément ce qui se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un site de production dans les années 60, les 30 glorieuses, c'était 27 000 salariés. Aujourd'hui, la production automobile en Europe, elle est très compliquée, liée à la concurrence qu'on peut avoir de Chine, des pays de l'Est, sur le coût de production d'un véhicule. D'Afrique du Nord, avec Poissy, le Maroc notamment. Exactement. Et si Poissy a pu sortir, je dirais, son épingle du jeu ces 10 ou 15 dernières années, c'est bien parce que notamment le département des Yvelines et la région Île-de-France ont pu injecter quelques 20 millions d'euros pour pouvoir faire en sorte que, par exemple, l'Opel Mokka, qui est toujours en construction, en fabrication ici à Poissy, puisse voir le jour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sujet, quand on est maire, et vous l'avez rappelé, j'ai été maire de Poissy dans cette ville qui m'a vu grandir, notre premier combat, c'est l'emploi. Et je peux vous dire qu'avec la gouvernance de Stellantis, depuis près d'1 an et demi, on se bat pour sauver effectivement cet emploi et le développer. Alors il y aura effectivement une mutation, en fait on est en pleine mutation, ça s'appelle du darwinisme, on s'adapte effectivement à la société et pas le contraire. Et donc il y aura la création de pièces détachées, il y aura effectivement du travail sur le R&D, il y aura effectivement certainement d'autres débouchés qui seront proposés par la gouvernance de Stellantis. Et la gouvernance de Stellantis, elle le sait, c'est une condition sine qua non pour qu'on puisse continuer à développer une activité économique sur le site. Je vais y revenir, Philippe David, et merci de me laisser poursuivre. Dans le même temps, nous avons ce qu'on appelle un centre d'expertise qui a été transféré sur le site de production. Ce centre d'expertise, c'était 5000 salariés en 2014. C'est 11 000 salariés aujourd'hui. Ce qu'on appelle le e-Green Campus, c'est l'un des 3 centres européens qui proposent cela avec Stellantis. Et ici, il n'a toujours pas été inauguré, mais quand, par exemple, le président Filosa parle de 1400 recrutements supplémentaires, eh bien, ça en fait partie. Donc, vous voyez bien que si on dit les choses avec lucidité et responsabilité, en aucun cas, l'usine de Poissy va disparaître, contrairement à ce que notamment les syndicats minoritaires puissent jeter et mettre de l'huile sur le feu. Nous sommes bien d'accord, c'est pour ça qu'on vous donne la parole sur Sud Radio, Carl Olive. On va faire réagir Yann de Pontbriand dans quelques instants, mais est-ce que ça pose pas quand même une question au niveau national, puisqu'aujourd'hui, en Île-de-France, qui était un des berceaux de l'automobile dans le monde, toutes les usines de production ont fermé, Citroën à Aulnay, Citroën à Levallois, Renault à l'Île-Séguin à Boulogne-Billancourt, Renault à Flins, Stellantis Poissy ne va plus produire de voitures, vous avez dit ce qu'elle allait faire. Comment expliquer? Est-ce que en France, la production d'automobiles va s'éteindre du fait de la concurrence des pays de l'Est, du Maroc, de la Chine et tutti quanti?
Je vous donne l'exemple du Maroc. L'usine de Sinitra au Maroc, l'espace foncier occupé sur un modèle économique industriel, je dirais, dans la norme, est de 60 hectares. Oui. Ici, à Poissy, c'est 120 hectares qui sont occupés pour la fabrication de 2 marques de véhicules aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que les coûts de production augmentent en flèche. Et donc déjà que l'Europe, on le voit bien, les coûts de production sont bien supérieurs à ce qu'on peut imaginer. Vous avez donné des exemples, que ce soit dans l'Est ou au Maroc. On pourrait parler aussi de Tnatra, etc. On voit bien qu'il y a une disparité. On ne va pas remercier l'Europe sur le sujet. Hein, ah non, parce que celui ou celle qui nous ont dit c'est le tout électrique, ça c'est formidable. J'ai son prénom, elle s'appelle Ursula. On voit où on en est aujourd'hui. J'ai juste envie de dire que c'est catastrophique. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a un site de production ici à Poissy qui, comme dans les années 60, est passé de 90 à 180 hectares. On a 180 hectares. Aujourd'hui, 120 hectares sont utilisés. Ils pourraient être même réduits à 80 hectares. Ça ne changerait absolument rien de la donne sur l'avenir du site de production. En revanche, on va avoir des questions à se poser, nous autres institutionnels, pour savoir que faisons-nous pour occuper cet espace foncier de 80 à 90 hectares. Carl Olive, il y a quelqu'un que vous connaissez qui est avec nous, Yann de Pontbriand, le président de l'ACF, qui voulait réagir, je crois, à la question que je posais sur la production en France, à laquelle vous avez répondu également. Il y a 2 choses. Il y a un côté schumpeterien dans l'affaire, et c'est ce qui la destruction créatrice, on le rappelle, destruction créatrice qui se passe sur le campus de Poissy, tel que vous le présentez, monsieur le député. Mais je pense aussi que la région parisienne est très mal adaptée à la production automobile comme on la comprend autrefois. Je crois qu'il y a 2 choses. Il faut accompagner les travailleurs vers une mutation et changement des postes et une évolution de la fabrication. Ça, c'est une première obligation. Et la deuxième chose, c'est peut-être de décentraliser cette production dans d'autres régions, dans d'autres villes que la région parisienne, de façon à pouvoir produire peut-être mieux, de façon plus moderne, des véhicules de façon différente. Carl Olive, vous voulez répondre à Yann de Pontbriand ? Non, mais je crois qu'on partage la même chose avec le président que je salue évidemment. Vous aimez tous les deux l'automobile, ça c'est clair. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on est en pleine mutation. Celui qui ne l'a pas compris est à côté de la plaque. D'ailleurs, je veux rendre hommage à Brahim Aït-Atman, qui est le syndicat majoritaire Force ouvrière, qui a compris depuis longtemps que l'activité allait muter. Mais moi, typiquement, quand je suis devenu, sur la fin de ma carrière de journaliste sportif à Canal+, j'ai accompagné David Douillet, qui devenait le grand David Douillet qui devenait député ici. Et ici, on a ce qu'on appelle EOL. Vous savez, EOL, c'est le RER E qui est dans le bouclage à l'ouest. Et déjà, on se disait qu'il fallait une mutation. Là, on disait que l'automobile allait plus ou moins s'éteindre dans les 15 ou 20 prochaines années, vers justement permettre aux ouvriers, aux cadres, de pouvoir se lancer sur une autre activité qui pourrait être celle, par exemple, du rail ou du RER E EOL. Je pense qu'il faut qu'on soit lucide par rapport à ça. Le métier que vous avez connu, Philippe David, il y a quelques années, n'est plus le même qu'aujourd'hui. Si jamais on reste campé de façon très conservatrice sur nos acquis, alors, comme disait le président Sarkozy, on va droit dans le mur en klaxonnant. C'est ce qu'on n'a pas fait, nous, ici, à Poissy. Parce que le département, la région, la communauté urbaine et la ville ont toujours accompagné l'évolution industrielle de ce pays, et notamment de ce territoire. C'est la raison pour laquelle, ici à Poissy, on est redevenu le premier bassin d'emploi de la vallée de Seine. Merci. Oui, il faut accepter une évolution des modes de travail. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut marteler et marteler et marteler. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Yann de Pontbriand. Merci beaucoup Carl Olive. Vous savez, Carl, qu'on aime, nous, le Made in France, en France, et sur Sud Radio également. D'ailleurs, demain, notre ami Perico Légas sera au salon du Made in France, porte de Versailles, où il recevra notamment Arnaud Montebourg. Merci à notre équipe fabuleuse, Aude, Justine, François-Louis, Antoine et Maxime. Dans quelques instants, vous retrouvez Magali Berda pour On vit pas dans la même France. Ses invités seront Pierre-Jean Chalençon, collectionneur d'art, et Jordan Guiton, député RN de l'Aube. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Merci Philippe. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.